Merci beaucoup. Il me revient de rendre compte des travaux du comité d'organisation, donc je ne vais pas parler en mon nom propre, mais au nom de l'ensemble du comité d'organisation. Et je veux d'abord vous remercier, Madame la Ministre, en mon nom propre et au nom du comité d'organisation que vous avez désigné, de nous avoir confié cette mission. Même si nous avons beaucoup travaillé, en toute indépendance, comme vous l'avez rappelé à l'instant, nous avons eu peu de temps. Nous avons donc essayé de ne rien oublier des aspects essentiels de la question, sans toutefois prétendre à l'exhaustivité. L'objectif n'était pas de rechercher des solutions magiques à une question sur laquelle des générations de juristes, de médecins et d'experts de toutes sortes se sont déjà penchés. Nous savions que la récidive ou la réitération, c'est-à-dire recommencer à faire ce qu'on ne doit pas faire, est consubstantielle à la nature humaine. Nous savions que vouloir éradiquer la récidive est aussi utopique que de vouloir abolir la fragilité des hommes. Nous savions aussi qu'aucune loi, aucun programme de prise en charge ne peut donner au comportement humain la rationalité parfaite dont peuvent parfois rêver les juristes. Nous savons que le risque zéro n'existe pas. Nous nous sommes cependant mis au travail avec la conviction qu'une marge importante de progrès existe. L'ambition de la conférence de consensus est modeste et ambitieuse à la fois. Elle repose sur l'idée qu'aucune politique publique ne peut s'installer dans la durée si elle ne s'appuie pas sur un socle de connaissances scientifiquement validées et sur des choix compris et partagés par le plus grand nombre. L'intérêt de la méthode est de faire partager à un large public des questions qui restent en général débattues entre spécialistes et donc de donner à voir la complexité des choses, comme vous l'avez rappelé, Madame la Ministre. Notre mission était donc d'éclairer ces choix en s'interrogeant sur ce qui est efficace ou non pour prévenir la récidive, en mettant à disposition d'un large public les éléments du débat, c'est-à-dire ce que nous savons et aussi ce que nous ne savons pas sur les réponses apportées en France ou ailleurs. Je dis « nous » car le travail que nous avons conduit est un travail collectif. Ce n'était pas si simple car au début des travaux, nous ne parlions pas tous le même langage. Nous avons mesuré la singularité et le cloisonnement des cultures professionnelles, parfois plus fortes que les sensibilités syndicales ou politiques. Nous sommes cependant parvenus, pendant ces 3 mois de travail, à construire une culture commune. Je n'ignore pas que cette méthode, relativement inédite dans le monde judiciaire, même s'il y a eu une conférence de consensus sur l'expertise civile il y a quelques années, a rencontré au début un certain scepticisme. Pourquoi ouvrir une nouvelle réflexion sur une question sur laquelle tout a été dit? La prévention de la récidive n'est-elle pas déjà la préoccupation de tous les professionnels? Comment de toute façon faire mieux avec des moyens budgétaires et humains aussi contraints? Comment imaginer changer les choses dans un monde en crise? Le processus est un peu complexe puisqu'il s'articule en 3 phases. La première phase, que nous avons conduite dans le cadre du comité d'organisation, s'est achevée ce matin. Nous avions pour mission de faire l'état des lieux, de rassembler toutes les connaissances scientifiques françaises et étrangères validées et de les confronter aux connaissances empiriques des acteurs, à leur expérience et à leur ressenti. Dans cette perspective, nous avons élaboré une synthèse bibliographique et 16 fiches thématiques qui tentent de donner l'état de la science, mais aussi le résumé des rapports parlementaires ou administratifs et enfin l'état des pratiques. Nous avons interrogé les magistrats de liaison en Europe et en Amérique du Nord. Nous avons entendu plus de 60 organisations syndicales, professionnelles et associatives. Nous avons organisé 2 tables rondes avec des professionnels, des élus et des partenaires publics et privés de la justice pénale. D'autres acteurs, et notamment des juridictions, des services pénitentiaires, des services de psychiatrie, des associations, ont envoyé des contributions et réflexions spontanées issues d'un travail local collectif. La synthèse de toutes les contributions qui met en évidence les points de consensus se trouve sur le site de la conférence avec toutes les contributions de ceux que nous avons entendus et de ceux que nous n'avons pas entendus, ainsi que toutes les fiches bibliographiques. Ce comité a également élaboré le programme de ces 2 jours d'audition et choisi les experts qui vont être entendus. Le mot « expert » doit être entendu au sens large. Il s'agit des professionnels du champ, des chercheurs, des universitaires français et étrangers, mais aussi de tous ceux qui ont quelque chose à dire sur le système pénal parce qu'ils l'ont vécu, qu'il s'agisse des victimes ou des condamnés.
Le comité a également choisi le jury, composé pour moitié de spécialistes du champ et pour moitié de non-spécialistes, économistes, philosophes, élus, acteurs de la société civile. Le jury qui a déjà lu tous les documents mis à leur disposition, ils sont nombreux, je s'en excuse par avance parce qu'ils ont dû lire 600 pages en relativement peu de temps, ainsi que les rapports les plus récents, comme le rapport parlementaire sur la surpopulation pénale élaboré sous la présidence de monsieur le député Rimbourg. Il posera des questions aux experts pendant ces 2 jours et se retirera pour délibérer à huis clos pendant les 2 jours suivants, au cours desquels il élaborera des recommandations qui seront remises dans le courant de la semaine prochaine au Premier ministre et au garde des Sceaux. Nous savons bien sûr que ce travail est forcément incomplet, que nous aurions pu entendre utilement bien d'autres experts et que nous n'avons pas épuisé le sujet. Nous vivons donc cette aventure plutôt comme un commencement, comme une fin. Quels sont les principaux constats qui ont guidé nos travaux? Alors que le nombre de procédures transmises au parquet a légèrement baissé durant les 10 dernières années, le nombre des détenus n'a cessé d'augmenter, atteignant 66 700 au 1er janvier 2013. Parallèlement, le nombre des peines et mesures alternatives n'a jamais été aussi élevé et le nombre de personnes suivies par les services pénitentiaires d'insertion et de probation, qui atteint 194 000, n'a cessé d'augmenter également. Les mesures alternatives n'ont eu d'alternative en conséquence que le nom. Elles se sont au moins en partie ajoutées au lieu de se substituer à l'incarcération. Il est apparu évident que ni l'institution judiciaire ni les services pénitentiaires n'étaient préparés à traiter une telle masse de dossiers et surtout de personnes. Tous les acteurs entendus par le comité d'organisation, sans exception, ont regretté un déficit de connaissance des données scientifiques disponibles et d'évaluation de leurs pratiques. Ils nous ont fait part d'un sentiment de perte de sens, d'épuisement d'une politique fondée sur la gestion quantitative des flux, d'une difficulté à avoir une vision globale de leur action et d'un manque de temps les empêchant parfois de distinguer ce qui est important de ce qui ne l'est pas. Nous avons ressenti une grande lassitude, comme si la surcharge des services judiciaires et pénitentiaires était une fatalité française incontournable. Alors que toutes les réformes législatives, nombreuses ces dernières années, sont fondées sur le présupposé qui peut apparaître de bon sens que plus de sévérité réduit le risque de récidive, toutes les données françaises et étrangères sont concordantes pour dire qu'il n'existe pas de corrélation documentée entre la sévérité de la peine et la récidive. Il nous est apparu que la peine ne pouvait plus être pensée seulement en termes de plus ou moins grande sévérité, mais en termes de contenu. Il nous est enfin apparu que même si nous ne savions pas tout, nous savions plus de choses que nous ne l'imaginions au début de nos travaux, et qu'il existe des travaux solides et convergents dont nous peinons à tirer les conséquences en termes de décision publique quand nous n'en prenons pas le strict contre-pied. Il nous a enfin semblé évident que les recommandations du Conseil de l'Europe devaient guider nos travaux plus encore qu'elles ne l'ont fait par le passé. C'est à partir de ces constats que nous avons élaboré les questions du jury que je vais rapidement présenter parce que c'est les questions auxquelles le jury devra répondre et c'est des questions qui sont transversales à l'ensemble des contributions d'experts que vous entendrez au cours de ces 2 journées. La première question, elle résulte du constat précédent. Il nous a semblé qu'il était impossible pour la justice pénale de tout traiter et de bien le faire, qu'il fallait en conséquence s'interroger sur le périmètre de la justice pénale, alors notamment que les infractions routières représentent 48% du contentieux pénal. Plusieurs magistrats du parquet nous ont d'ailleurs indiqué qu'ils souhaitaient le rétablissement du pouvoir d'opportunité des poursuites, comme si ce pouvoir, qui n'a pourtant jamais disparu de la loi, avait déserté les pratiques quotidiennes. Si les mots dépénalisation, déjudiciarisation, modes alternatifs de règlement des litiges peuvent parfois être compris comme un affaiblissement du message envoyé par la société, il nous est apparu nécessaire de réfléchir sans tabou à l'efficacité de réponses pénales pour des contentieux de masse répétitifs. Même si l'époque n'est pas la même, la décriminalisation du chèque sans provision par la loi de 1991 n'a à aucun moment été le signe de plus grande tolérance. Donc la première question, c'est faut-il continuer à faire traiter tous les délits par la justice pénale? Certains faits actuellement pénalement sanctionnés peuvent-ils relever de réponses administratives, éducatives, sociales ou sanitaires? La seconde question concerne l'échelle des peines et sa lisibilité pour nos concitoyens. Même si la prison reste la peine de référence, la plupart des acteurs sont sceptiques sur son efficacité en termes de prévention de la récidive.
Ce scepticisme est corroboré par les travaux universitaires convergents qui concluent que même en corrigeant tous les biais de sélection, les peines alternatives exécutées dans la communauté sont mieux à même de prévenir la récidive. Les courtes peines de prison sont particulièrement critiquées comme ne permettant pas la réinsertion et aggravant dans de nombreux cas le risque de réitération. Dès lors que 81% des personnes qui sont placées sous écrou un jour donné sortent dans un délai inférieur à 1 an et environ 60% à moins de 6 mois, il est apparu urgent de s'interroger sur le sens et l'efficacité de tels séjours en prison et sur les raisons pour lesquelles les peines alternatives se sont ajoutées sans se substituer. Dans cette perspective, la question de la création d'une nouvelle peine exécutée en milieu ouvert qui ne ferait pas référence à une durée de peine de prison a été largement évoquée, qu'elle s'appelle peine de probation ou contrainte pénale communautaire. Par ailleurs, il nous est apparu nécessaire de réinterroger l'efficacité des peines patrimoniales, notamment les peines de confiscation, souvent difficiles à mettre en œuvre, et les amendes dont le taux de recouvrement reste largement inférieur à 50%. La deuxième question, c'est donc, faut-il modifier l'échelle des peines pour la rendre plus lisible et mieux à même d'atteindre un objectif de réinsertion et de prévention de la récidive? Et les sous-questions, c'est, doit-on limiter la possibilité de prononcer de courtes peines d'emprisonnement? Faut-il créer une nouvelle peine exécutée en milieu ouvert qui ne ferait pas référence à la prison? Si oui, cette nouvelle peine doit-elle ou non inclure toutes les peines actuellement exécutées dans la communauté? Et quelle place pour les sanctions patrimoniales, confiscation et amendes? La troisième question met l'accent sur ce qui nous est apparu être une contradiction. Les lois successives ont rendu plus difficile pour les récidivistes, déjà plus lourdement condamnés, l'accès aux différentes mesures d'aménagement de peine et notamment à la libération conditionnelle. On se trouve en conséquence face à un système dans lequel la population qui a le plus de risques de récidiver bénéficie le moins des mesures propres à réduire ce risque. Faut-il, donc la troisième question, c'est faut-il un régime juridique particulier pour les condamnés en situation de récidive légale? Faut-il notamment continuer à limiter leur accès aux alternatives à la détention et aux mesures d'aménagement de peine? La quatrième question concerne les mesures de sûreté qui se sont développées dans de nombreux pays européens et nord-américains et ont été introduites en France par la loi du 12 décembre 2005 sur la surveillance judiciaire et surtout la loi du 25 février 2008 créant la surveillance de sûreté et la rétention de sûreté. Ces mesures, dissociées de la culpabilité et de la gravité du délit, sont fondées sur une évaluation de la dangerosité. Elles ont fait l'objet d'intenses débats portant à la fois sur les possibilités discutées de prédire les comportements futurs et sur l'opportunité d'instaurer une peine après la peine dont le terme est incertain. Ces mesures, qui ont surtout été critiquées sous l'angle de la philosophie pénale, ont été peu évaluées sous l'angle de la prévention de la récidive. Donc la quatrième question, c'est les mesures de sûreté concourent-elles à la prévention de la récidive? Dans l'affirmative, convient-il de les faire évoluer? La cinquième question s'intéresse à ce que nous savons ou ce que nous ne savons pas des personnes lorsque nous prenons une décision judiciaire à leur égard, qu'il s'agisse des décisions de suivi ou de contrôle avant jugement, du prononcé d'une peine ou d'une décision d'aménagement de peine. La loi prévoit que les juridictions prononcent des peines et fixent leur régime en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. Or, il y a un large accord sur l'idée que les magistrats ne disposent pas, dans la plupart des cas, des informations nécessaires à l'individualisation de la peine. Les procédures établies par les services enquêteurs comportent peu d'informations sur la situation socio-économique des personnes interpellées. Les enquêtes sociales avant jugement sont exécutées trop rapidement pour permettre de combler ce manque. Les expertises psychiatriques, outre qu'elles n'appréhendent qu'un aspect particulier de la situation de chaque personne, se heurtent à un déficit de psychiatres à la fois formés et disponibles et une absence de reconnaissance institutionnelle de leur activité médico-légale. À ces difficultés s'ajoute un débat sur les objectifs de l'évaluation. S'agit-il d'individualiser la peine pour préparer la réinsertion, comme nous y invite le Conseil de l'Europe, ou d'évaluer le risque de récidive à partir d'une mesure de la dangerosité? Le choix des outils, des évaluations cliniques plus ou moins structurées aux échelles actuarielles, fait également débat. Les oppositions sont cependant moins vives qu'il y a quelques années, la plupart des praticiens admettant que de tels outils peuvent être utiles à la condition d'être accompagnés d'un examen clinique approfondi.
Donc la cinquième question, c'est comment organiser une évaluation rigoureuse de la situation personnelle et sociale de chaque personne poursuivie à tous les stades de la procédure, donc pré- et post-sententielle, comment tenir compte de son parcours et de son évolution, quelle est la place du travail social, de la criminologie et de la psychiatrie dans cette évaluation. La sixième question concerne le développement des peines alternatives à la détention. Celles-ci restent dans notre pays encore trop souvent considérées comme une faveur, plus que comme une vraie peine. Elles ne sont pas toujours comprises par les élus et le grand public qui en connaissent mal les contours et les contraintes. La question des méthodes d'intervention des services de probation continue également à faire débat. Les réformes des dernières années n'ont pas épuisé le débat sur les métiers et compétences à mobiliser entre criminologie, éducation et travail social. La question de la transposition des programmes développés avec succès à l'étranger reste entière. L'évaluation des pratiques professionnelles reste embryonnaire. Le consensus est total sur l'exigence de pluridisciplinarité et de supervision, ainsi que sur l'insuffisance des moyens quantitatifs des services de probation. L'existence à côté du secteur public d'un secteur associatif qui, sur mandat judiciaire, prend en charge les contrôles judiciaires socio-éducatifs et les enquêtes sociales rapides, sans coordination organisée avec le secteur public, est apparue comme une exception française qui ne s'explique que par des raisons historiques. Enfin, le contrôle de certaines interdictions, notamment des interdictions de paraître dans tel ou tel lieu ou de rencontrer telle ou telle personne, est apparu insuffisant. Il nous a semblé nécessaire de réinterroger le rôle que devraient jouer les services de police et de gendarmerie, ce qui pose également la question du retour d'informations sur les peines et mesures prononcées à ces services. Donc la sixième question, c'est comment rendre les peines alternatives à la détention crédibles et plus efficaces pour la prévention de la récidive. Quelles sont les conditions à prendre en compte pour réorganiser et rendre plus efficaces les services chargés d'exécuter les mesures présententielles et les peines de milieu ouvert? Quelles méthodes de prise en charge en milieu ouvert devraient être développées dans le contexte français? Quelle articulation du secteur public, du secteur associatif et de la société civile? Quelles compétences professionnelles doivent être mobilisées? Comment rendre effectives les mesures de contrôle et d'interdiction? La septième question porte sur le développement de la justice restaurative, ou plutôt réparatrice, parce que c'est un mot qu'on comprend mieux en France. Elle interroge sur la place des victimes avant et après le procès pénal et sur les moyens mis en œuvre à côté et non à la place de la justice pénale pour permettre aux auteurs, aux victimes et à leur entourage d'envisager les conséquences des actes commis et de trouver des solutions pour les dépasser. En France, seule la médiation pénale est développée au stade présententiel, sans pour autant faire l'objet d'exigences particulières de méthode et de professionnalisme. Une seule expérience de rencontre détenu-victime a été conduite à la Maison centrale de Poissy, on en parlera demain, et a donné lieu à une évaluation positive. Si l'intérêt du développement de ces mesures fait consensus, elles restent dans notre pays largement artisanales. Donc la septième question, c'est comment développer la justice restaurative, avec quels objectifs et quels moyens. La huitième question porte sur la qualité des séjours en prison et sur la préparation à la sortie. La surpopulation en maison d'arrêt, le déficit de travail et d'activité dans tous les établissements pénitentiaires, les difficultés rencontrées pour préparer les conditions d'une réinsertion acceptable ont fait l'objet de nombreux rapports parlementaires et de la plupart des rapports du contrôleur général des lieux de privation de liberté. Si tout le monde est d'accord pour dire qu'il est essentiel d'éviter les sorties sèches de prison, si les circulaires de l'administration pénitentiaire rappellent cette nécessité depuis 20 ans, force est de constater que la réalité est bien différente, puisque 81% des sortants de prison sortent aujourd'hui sans avoir bénéficié d'un aménagement de peine, c'est-à-dire sans suivi organisé. Or, nous savons, et c'est le résultat le plus solide des travaux internationaux, que les personnes qui sortent en libération conditionnelle ou bénéficient d'un aménagement de peine récidivent moins que les autres. Certes, il existe un biais qu'il ne faut pas sous-estimer, car les aménagements de peine sont accordés à des détenus qui ont de meilleures perspectives d'insertion, mais même quand les chercheurs ont neutralisé ce biais, il est établi que le risque de nouvelle condamnation des personnes n'ayant obtenu aucun aménagement de peine est 1,6 fois plus élevé que celui des personnes sorties en libération conditionnelle. En d'autres termes, et contrairement aux idées reçues, plus le temps passé en détention est faible au regard de la peine prononcée, plus le taux de récidive est faible. De même, nous savons que la récidive, lorsqu'elle intervient
plus fréquemment dans les premiers mois. Lorsqu'elle intervient, elle intervient plus fréquemment dans les premiers mois, voire les premiers jours de la sortie de prison, dans cet interstice vide où il n'existe pas d'autre repère que la vie d'avant. Or, nous n'avons pas tiré les conséquences de ces données solides, confirmées par des études françaises depuis 10 ans et par de nombreuses études étrangères, qui ont conduit d'ailleurs des pays comme la Suède ou le Canada à prévoir des libérations conditionnelles plus systématiques. Donc la question est comment rendre les séjours en prison mieux à même de prévenir la récidive ? Par quels moyens réduire le nombre de sorties sans accompagnement? Faut-il développer les quartiers spécialisés, notamment pour les courtes peines ou la préparation à la sortie? Comment développer la libération conditionnelle? La 9e question part de l'idée évidente que l'insertion des personnes sous main de justice ne peut reposer exclusivement sur le ministère de la Justice. Tous les acteurs judiciaires, pénitentiaires et associatifs ont insisté sur le difficile accès des personnes sous main de justice aux dispositifs de protection et d'insertion sociale de droit commun, qu'il s'agisse de l'accès à l'emploi, au logement, à l'hébergement ou aux soins, qu'il s'agisse des services de l'État compétents pour la grande exclusion ou des services des conseils généraux pilotes de l'action sociale. Au-delà d'un consensus fort sur le principe d'accès aux dispositifs de droit commun, rappelé de circulaire en circulaire, la réalité montre des blocages et une hiérarchie des priorités qui aboutit de facto à ce que ces personnes soient le plus souvent exclues de ces dispositifs. L'accompagnement de ces personnes par les services de droit commun repose donc aujourd'hui plus sur le volontariat de telle ou telle association ou collectivité territoriale que sur une politique publique déterminée sur chaque territoire. Donc la 9e question, c'est quelles mesures adopter pour que les dispositifs sociaux de droit commun, État et collectivités territoriales, soient effectivement accessibles aux personnes placées sous main de justice. La 10e question porte sur le dispositif de recherche, d'évaluation et de formation. Les données scientifiques ne sont pas inexistantes, comme on l'entend souvent, mais elles sont apparues insuffisantes, dispersées et peu diffusées au-delà du milieu universitaire. S'agissant des données chiffrées, il n'existe pas moins de 4 services d'études et de statistiques qui s'intéressent à la justice pénale au sein du ministère de la Justice, sans parler des autres ministères, et de l'articulation toujours à venir avec l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales. Les programmes et politiques mis en œuvre sont loin d'être systématiquement évalués. Il manque surtout un espace de dialogue et de médiation entre le monde universitaire et celui des praticiens judiciaires et pénitentiaires. Or, il apparaît nécessaire de donner aux décideurs politiques les moyens de fonder ces réformes sur les données acquises de la science et de construire entre les universités, les laboratoires de recherche et les praticiens des liens qui leur permettent de porter un regard nouveau sur ce qu'ils font. Donc la 10e question et la dernière question, c'est quelle politique de recherche, d'évaluation et de formation faut-il mettre en place? Quel système d'observation statistique doit soutenir les choix en termes de politique publique? Ces questions, donc, sont celles auxquelles le jury devra répondre. Il s'appuiera sur la synthèse et les fiches bibliographiques, sur les contributions de l'ensemble des personnes et organisations entendues, et sur les interventions des experts auxquels ils pourront poser toutes les questions utiles. Je veux simplement terminer en remerciant l'ensemble des membres du comité d'organisation parce qu'ils ont été très assidus et très présents à toutes les réunions que nous avons organisées et ils ont aussi beaucoup travaillé sur l'élaboration des fiches bibliographiques qui est encore une fois un travail totalement collectif. Je veux remercier également le jury d'avoir accepté de faire ce travail et de s'enfermer pendant 48 heures, même 4 jours, et je sais travailler beaucoup et d'avoir des nuits très courtes, d'avoir absorbé les 600 pages que nous avons mis à leur disposition et remercier d'abord Françoise Tulkens, la présidente du jury. Nous avons souhaité donner une coloration vraiment européenne à nos travaux et je crois que c'est très important et c'est très symbolique que ce soit Françoise Tulkens qui préside ces travaux et je voudrais remercier l'ensemble des membres du jury d'avoir accepté cette charge avec un certain enthousiasme, je dois le dire. Et puis, je ne veux pas finir sans dire quelques mots pour ceux que la toute petite équipe avec qui j'ai travaillé pendant ces 4 mois, mais c'est une petite équipe extrêmement efficace
efficace, extrêmement disponible et qui n'a pas compté son temps, c'est-à-dire Maude Morel-Coujard, Éric Morinière, Philippe Gallier, Hélène Loubet, Sylvaine Villeneuve et Corentin Durand. Et je sais qu'on a pu compter également sur un appui constant du secrétariat général. En tous les cas, merci à tous et puis bons travaux.